Ça fait quand même 100 ans qu'on fait de l'angiographie. La première, je vous rappelle, 1927, c'était le cerveau. Et puis, ça fait 30 ans qu'on fait du scanner. Et on fait ça pour regarder quoi dans un vaisseau? Pour regarder, bien sûr, deux choses essentiellement, la lumière et la paroi. Et on va voir que c'est là-dessus un peu que se départagent les différentes techniques. Alors, l'angiographie, ça reste quand même une technique excellente pour voir la lumière du vaisseau, très haute résolution. Et on peut voir également le flux, la dynamique du flux dans les vaisseaux. Et bien sûr, faire un traitement immédiatement. Ça, c'est un avantage majeur. Par contre, ça reste des projections en deux dimensions et on ne voit pas la paroi. En revanche, en scanner, et c'est d'autant plus vrai avec cette toute dernière génération de scanners que je vous montre ici, où on peut faire de l'imagerie à 200 microns, non seulement on peut voir la paroi, mais on peut également voir, vous voyez ici cette plaque d'athérome ici, beaucoup mieux que sur les scanners actuels, et puis on commence à pouvoir voir les stents, les prothèses, avec ces nouvelles générations. Donc le scanner, bien sûr, c'est assez disponible. Un gros avantage, c'est que c'est 3D, c'est vraiment intrinsèquement 3D, voire 3D 4D, ce qu'on appelle le 4D, c'est quoi? C'est le 3D plus le temps. On voit non seulement la lumière, mais aussi la paroi. Et puis, surtout, on voit au-delà de l'artère. Je vais vous montrer à quoi ça peut servir. Par contre, on ne voit pas le flux, et on ne peut pas faire de traitement immédiat. Alors après, se pose la question de l'agressivité de ces techniques. Les deux utilisent des rayons X et les deux utilisent des produits de contraste. Alors il y a une grande différence entre faire une injection intraveineuse de produits de contraste en scanner et une injection intra-artérielle en angiographie. Vous voyez ici le taux d'insuffisance rénale aiguë, ça va de 5% dans un cas à 13% dans l'autre. Puisque dans un cas, ça reste bien sûr local, le produit de contraste transite dans l'organisme, dans l'autre cas, vous avez un trajet intra-artériel. Alors néanmoins, je voudrais vraiment, et ce papier est extrêmement important, issu de la communauté américaine, qui nous dit deux choses. Premièrement, on a surestimé pendant des années, non, ça fait très longtemps qu'on n'arrête pas de le dire, le risque d'insuffisance rénale avec les produits de contraste actuels, et il ne faut pas ne pas faire un scanner qui a une bonne indication sur ce seul risque. Ça, c'est quand même un papier majeur. Et deuxièmement, là, je vous ai mis les chiffres dans notre service de l'irradiation. En bleu, c'était avant, en orange, c'est maintenant. Vous voyez sur les scanners que la dose s'est effondrée pratiquement d'un facteur 10. C'est-à-dire qu'on utilise 10 fois moins de doses avec les générations actuelles de scanners. Et donc, du coup, le scanner coronaire, pour commencer sur ce territoire artériel, ça donne quoi? Aujourd'hui, ça donne ça. En un seul battement cardiaque, donc en moins d'une seconde, on peut acquérir et vous voyez que, pour reprendre la terminologie de Gilles tout à l'heure, vous voyez que l'image a tendance à s'incarner. L'hôpital se désincarne un peu, mais les images ont tendance à s'incarner. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est capable de reproduire ce que vous voyez sur cette image. C'est pas du tout une fantaisie artistique. Ça a vraiment été fait pour représenter la réalité à partir d'études anatomopathologiques. Et puis vous voyez à droite ici donc ces vaisseaux avec une performance diagnostique pour le scanner pour remplacer l'angiographie sur la détection de la maladie coronaire excellente avec des sensibilités, spécificités très, très élevées. Et puis ce chiffre de 99%, c'est la probabilité que vous avez effectivement, si vous dites que le scanner est normal, que ce soit effectivement le cas. Et bien sûr, le scanner a été comparé à la fois à des approches fonctionnelles. On vous fait un test d'effort, un test de perfusion, et il a montré qu'il a amélioré la prise en charge des patients dans ce cas-là, et il a montré son équivalence avec une prise en charge basée sur la coronarographie, avec néanmoins un taux de complications un petit peu inférieur. Donc ça, c'est très établi aujourd'hui, ce qui a permis, dans les recommandations actuelles, de mettre le scanner en première ligne pour évaluer les patients avec ou sans coronaropathie connue qui présentent une douleur thoracique, qu'elle soit typique ou atypique, mais également en première ligne dans les anomalies de naissance coronaire, dans les évaluations de pontage, en particulier si c'est des pontages mammaires, et en deuxième ligne lorsqu'un test fonctionnel, n'est pas conclusif. Et puis il y a des progrès récents où on commence à considérer que le scanner peut être approprié, par exemple pour éliminer une maladie coronaire chez un patient qui se présente avec une cardiomyopathie, avant une chirurgie, en particulier une chirurgie non cardiaque, pour voir s'il existe une maladie coronaire. Et puis, petit à petit, on commence à pouvoir regarder les stents. Plus de 3 mm, on commence à pouvoir regarder les stents de 2 mm, surtout s'ils sont assez proximaux. Et puis, on peut également étudier les patients qui ont des greffes cardiaques. Puis, il y a aussi des nouvelles techniques qui sont en train d'apparaître, qui sont peut-être intéressantes. En particulier, certains patients qu'on va sélectionner qui sont en fait à très haut risque de faire des plaques qui ne sont pas calcifiées,
et puis également le scanner fonctionnel. Alors, on est très content d'avoir une technique qui permet de regarder la plaque. Si vous êtes à gauche, ici, chez ce patient, vous voyez ici en blanc, c'est la lumière de l'artère. Si vous faites une coronarographie, vous allez dire c'est un peu irrégulier, mais il n'y a quand même pas de maladie très importante. Je vous ai mis en rouge ici la paroi externe du vaisseau, et vous voyez que tout ce qui est entre les deux, là, qui paraît un peu gris, c'est de la plaque hypodense à très haut risque de complications. Alors par contre, il y a des cas dans lesquels on est beaucoup moins fier. C'est les cas qui sont à droite. Vous voyez ici plutôt en rouge, c'est quand c'est petites artères très calcifiées, ou bien quand il y a des stents, parfois ça peut être un peu compliqué pour le scanner. Néanmoins, les choses évoluent, la façon de lire les scanners évolue, et puis on évolue de la culture de la sténose, c'est-à-dire juste du rétrécissement sur le vaisseau, vers la culture de la plaque, et donc de la paroi, avec cette notion de vulnérabilité. On commence aujourd'hui à essayer de regarder la vulnérabilité, et c'est des travaux qu'on fait ici à la Pitié-Salpêtrière avec l'équipe de cardiologie pour regarder la vulnérabilité de cette plaque, en regardant la plaque elle-même et ses caractéristiques, mais aussi en regardant autour du vaisseau la graisse qui entoure le vaisseau, qui sont des choses nouvelles, des nouveaux biomarqueurs de risque. Alors tout ça, c'est dans un contexte d'un patient qui a de l'angine de poitrine chronique, dans un stable. Qu'est-ce qui se passe dans les douleurs éventuellement aiguës? Mais là, c'est très simple. Vous voyez, en rouge, c'est interdit. Donc le score calcique coronaire, c'est interdit. Quand c'est un infarctus du myocarde avec un sus-décalage, c'est interdit. Et puis le cas où c'est vraiment très intéressant, c'est les patients qui ont des risques faibles ou intermédiaires. On ne sait pas très bien. Les enzymes ne sont pas élevées ou discordantes. L'électrocardiogramme n'est pas contributif. Et là, le scanner va vraiment être très, très intéressant pour faire la part des choses. Alors, on m'a demandé de vous faire un point également sur l'artère pulmonaire. Très simple. Aujourd'hui, l'angiographie pulmonaire, comme vous le voyez ici, c'est une technique qui est intéressante dans les anomalies congénitales ou complexes, mais pas du tout dans l'embolie pulmonaire. C'était la technique historique. On injectait directement dans les artères pour regarder s'il y avait un caillot dans les artères. On ne le fait plus du tout. Aujourd'hui, c'est le scanner. Vous voyez ici un très gros caillot dans l'artère pulmonaire gauche, ici dans l'artère pulmonaire droite. C'est évidemment la technique de référence. Dans tous les cas, le scanner est en première ligne. Alors de temps en temps, il faut savoir raisonner et faire des techniques globales. Là, on avait un patient de 54 ans qui avait un bloc gauche incomplet, des dédimères très élevés. On nous demande un angioscanner pulmonaire. On n'a pas fait un angioscanner pulmonaire. On a fait un scanner cardiaque et pulmonaire, les deux en même temps. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire chez ce patient. Il n'y a pas de dissection aortique chez ce patient. En revanche, on a pu montrer qu'il y avait une occlusion complète de l'artère coronaire droite, vous voyez ici. Et puis ici, on voit qu'il y a un stent. Vous voyez cette anomalie blanche, là, c'est un stent. En réalité, il y avait une anomalie de perfusion. Ce patient, il avait thrombosé complètement son stent. Vous voyez ici, à gauche, complètement occlus son stent, grâce au scanner. Et au-delà de ça, on a compris pourquoi chez ce patient. C'est un patient chez lequel, dans le même examen, on détecte un cancer du sein métastasé, qui donnait donc un contexte d'hypercoagulabilité chez ce patient, et donc un examen extrêmement complet qui vous montre l'ensemble des éléments. Alors sinon, la seule raison de faire des angiographies pulmonaires, ça va être pour des malformations. Ici, vous voyez une malformation un petit peu complexe, avec une artère qui alimente cette malformation artério-veineuse, qu'il va falloir aller fermer de façon interventionnelle. Et donc là, pour ça, effectivement, l'angiographie reste tout à fait importante. Pour l'aorte, c'est extrêmement simple, c'est carrément absent des recommandations. Je vous ai mis ici là, le tableau. Il n'y a pas d'angiographie du tout. Il y a le scanner, en revanche, qui coche la plupart des cases. Alors, évidemment, il y a bien sûr l'angiographie pour guider le traitement, si on fait un traitement avec une prothèse endovasculaire, bien entendu. Mais le scanner va être l'examen de choix, en particulier dans ces maladies terribles qui sont les déchirures de la paroi aortique. Ici, vous voyez une dissection de l'aorte avec une extension dans plein de vaisseaux. Le scanner va être un examen 3D complet de l'ensemble du corps. Il va pouvoir vous montrer l'extension de ce type de maladie. Et puis on l'utilise au quotidien en cardiologie et en chirurgie pour, bien sûr, prévoir les gestes interventionnels ou chirurgicaux de la racine aortique, dans le rétrécissement aortique ou l'insuffisance aortique, mesurer la racine et prévoir le geste interventionnel ou chirurgical, encore une fois, au-delà même du vaisseau lui-même, en prenant en compte l'ensemble de l'anatomie autour du vaisseau, et puis également en regardant ce qui se passe après la procédure. Ici, une chirurgie complexe de la racine aortique, et ici, un remplacement, une mise en place d'une endoprothèse valvulaire aortique. Voilà, je vous laisse choisir. Merci beaucoup, Alban.
Est-ce qu'il y a des questions pour la radiologie, pas du futur, mais actuelle? Allez-y. Oui. Que pensez-vous de l'efficacité d'un scanner sans produit de contraste et oui, là, ici. Là-bas, merci. Donc sans produit de contraste, ou est-ce qu'il ne pourrait pas exister un autre produit que l'iode en cas de problème rénaux? Alors merci de cette question. Le scanner sans produit de contraste, ça va être intéressant uniquement pour voir des calcifications, d'accord, qui seront spontanément très denses, donc elles vont arrêter les rayons X, on va pouvoir les voir. On ne voit absolument pas la lumière du vaisseau, c'est-à-dire l'intérieur du vaisseau circulant, si vous n'injectez pas de produit de contraste. Donc son utilisation est assez limitée. En revanche, il existe quelques alternatives si vraiment, vraiment on est coincé. Encore une fois, on l'est de moins en moins et il faut vraiment démystifier le risque qu'on prend avec les doses de produits de contraste qui ont beaucoup baissé et les produits les plus modernes. Néanmoins, si vraiment on est coincé, on a quelques alternatives mais qui sont moins performantes. Alors, Alban, moi j'avais une question. En déjeunant, je discutais avec un de mes patients qui me dit « Mais j'ai rien compris à mon compte-rendu de scanner coronaire. Il y a des cadrans 3, 4, etc. » Et donc, les patients sont perdus avec vos nouvelles classifications parce qu'en fait, il n'y a plus de conclusion sur vos scanners. Oui, merci Jean-Philippe pour cette... C'est vrai que du coup, on est passé d'interprétations relativement simples et laconiques au début du cours au scanner, parce que la vérité, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose. En tout cas, on ne pouvait pas dire grand-chose avec certitude, à des scanners aujourd'hui qui sont presque trop détaillés et très techniques. Et donc, c'est très bien entre nous, avec les médecins. C'est un peu moins facile pour les patients. Je pense qu'il nous faudrait, et ça, faudrait peut-être que les gens qui font les logiciels nous y aident, à faire des comptes rendus avec des séquentiels et avec différentes versions du compte rendu, une version vraiment plus simplifiée, avec une conclusion simplifiée.